Bonjour. Depuis son édition historique par Jean Frappier en 1936, La mort du roi Arthur a suscité de nombreuses études. Il a servi de base de travail pour élaborer des manuels d'anciens français, notamment quand il était pendant l'année universitaire 1994-95 au programme du CAPES et de l'agrégation de lettres modernes. 27 ans plus tard, les candidats au CAPES et à l'agrégation vont à nouveau se plonger dans cette œuvre inaltérable et dans cette prose du XIIIe siècle qui paraît assez canonique aux médiévistes, tant elle a été souvent travaillée, euh, tant elle est présente dans les manuels, dans les dictionnaires. Une prose peu marquée dialectalement, mais ce travail se fait cette année à partir d'une autre édition, publiée en 2009 dans la collection Lettres gothiques par David Hult, à partir d'un autre manuscrit de base, celui de Berkeley. Pour aborder par différentes entrées la langue de ce texte, j'ai choisi un angle assez évident pour ce roman, qui est celui de la fin de la grande aventure arthurienne, l'épisode ultime, l'achèvement catastrophique du cycle. Je vais m'intéresser à la manière dont est exprimé le haut degré, l'intensité, et ce que Claude Buridan appelle dans sa grammaire du français médiéval la superlation. Il y a les superlatifs, bien sûr, les formes synthétiques meilleur, mieux, grigneur, graindre, pire sont présentes, des constructions analytiques nombreuses. On croise dans La mort, le roi Arthur, les plus preux chevaliers d'Elmonde, d'El siècle, les plus preux que l'on ait jamais vus, mais ce n'est pas ces formes de superlatifs au sens strict que je vais m'intéresser, mais à divers moyens d'exprimer le haut degré. Pour développer jusqu'au bout le scénario du pire, La mort Arthur recourt en particulier à de très nombreux termes intensifs. Je m'intéresserai d'abord à quelques-uns des adverbes intensifs du texte, puis à plusieurs préfixes à valeur intensive et à la manière dont ils sont employés. Comme la répétition ou la quasi-répétition est un autre moyen d'insister et donc d'indiquer le haut degré, j'étudierai le fonctionnement de quelques binômes synonymiques dans la partie au programme de langue. Je retiendrai cette expression définie par Claude Buridan en ces termes en 1977, donc au sujet des binômes synonymiques. Il écrit qu'il s'agit de séquences de deux synonymes appartenant en principe à la même catégorie grammaticale, placés sur un même plan de hiérarchie syntaxique. Même si l'on peut avoir des séries de plus de 2 termes, il faudrait à ce moment-là parler de séries synonymiques, même si le sens des termes accouplés ne coïncide pas parfaitement et que cette notion de synonymie demande une certaine vigilance et mérite d'être interrogée, c'est une expression qui correspond à une réalité stylistique dont il est fait dans La mort Arthur un usage à la fois fréquent et subtil. J'évoquerai pour finir certaines structures syntaxiques propres à exprimer le haut degré, les comparatives, la construction de quelques négations et des effets de mise en valeur par dislocation. Il ne s'agit pas évidemment de proposer une étude systématique, tant la gamme des phénomènes envisagés est large, mais simplement d'examiner des échantillons de la langue du texte sous des angles divers pour entrer dans le texte et se familiariser avec la langue pour les étudiants. Alice Planche écrit au sujet du vocabulaire du roman qu'il est assez limité. Jean Frappier déjà remarqué, en général exact et net, comme celui de la quête, le vocabulaire de La mort Arthur n'est pas étendu. L'auteur ne cherche pas à varier ses expressions et certaines reviennent à satiété. On peut se demander, en lisant La mort Arthur, s'il n'y a pas une tendance au pléonasme lorsqu'on lit des expressions comme toute la semaine entière, jamais à nul jour de sa vie, par le commun assentement de tous ensemble. L'impression d'un style quelque peu redondant peut se confirmer lorsque l'on étudie les adverbes intensifs présents dans le roman. Je commencerai par le plus fréquent d'entre eux, qui est l'adverbe bien, avec ses 152 occurrences dans la partie au programme 580 dans l'ensemble de l'œuvre. L'adverbe bien est en général incident à un verbe, même si l'on relève quelques exceptions où bien modifie un adjectif, étant souvent lui-même renforcé par un autre adverbe.
En voilà 2 exemples. Il n'est pas très bien été et un lit mou très bien appareillé. De même, le premier exemple précédent, autre si bien, digne, ne suffisant, où on a l'adverbe bien qui vient modifier l'adjectif. Bien a tendance à se cumuler, on le voit, avec d'autres adverbes intensifs, ici avec une série de 3 adverbes intensifs. L'adverbe qui vient ensuite est la star des adverbes intensifs médiévaux, pas seulement parce qu'il a connu une fin plus ou moins tragique, mais surtout parce qu'il est à la fois omniprésent et polyvalent. L'adverbe mout, qui est employé à 125 reprises dans la partie au programme de langue cette année, il est toujours en emploi adverbial. Je n'ai pas relevé d'emploi adjectival de mout dans le texte. Et il peut être incident à un verbe, un nom ou un adjectif. Dans les exemples que j'ai relevés, ce qui est remarquable, c'est qu'il entre dans une structure thématisante de relief qui fait qu'il est placé en première position. Alors sur les 125 occurrences du texte, j'ai repéré 12 emplois de ce type. Donc il sature la place 1, il est là, et de ce fait, il est incident. Son incidence est élargie. On peut, par exemple, regarder ce cas-ci. Il s'agit de la demoiselle d'Escalot, et dedans celle lit gisait une demoiselle morte nouvellement, et mout avait été belle au semblant qu'elle avait encore. Donc ici, on a une construction qui diffère de avait été mout belle au semblant qu'elle avait encore, sachant que mout est souvent incident, un adjectif, un adverbe de cette manière-là dans le texte. Et ici, l'éclairage intensif, en quelque sorte, se porte sur l'ensemble de la proposition. On a un effet de focalisation sur l'adverbe intensif qui renforce encore l'effet produit par sa présence. Ce n'est jamais le cas de l'adverbe suivant, l'adverbe très, qui compte 41 occurrences dans la partie au programme de langue. Jean Frappier, dans son étude sur la mort le roi Arthur, écrit au sujet de très qu'il est assez souvent employé devant un adjectif ou un adverbe pour exprimer le superlatif absolu. Très entre en concurrence avec mout. Cet emploi de très semble une nouveauté dans la première moitié du XIIIe siècle. Donc on aurait là, en quelque sorte, un adverbe intensif plus moderne que mout qui commence à s'imposer. Il est toujours incident à un adjectif ou un adverbe auquel il est immédiatement antéposé et peut même, dans certains cas, se trouver soudé à l'adjectif ou l'adverbe qu'il suit, semblant glisser ainsi vers un emploi comme préfixe. C'est le cas en particulier ici dans ce passage. Il s'agit de la plainte exprimée par la reine Guenièvre au discours direct. Et ce qui est remarquable ici, c'est que ce passage concentre 3 occurrences de très employés comme préfixe. Et dans 2 cas, celui-ci très grand et celui-là très loyalement, à un blanc près dans le manuscrit, l'adverbe intensif glisse par le jeu de la soudure dans la catégorie des préfixes, sur laquelle je reviendrai. Comme si la forme très spacée avait contaminé les 2 autres emplois voisins de très. Là, on a une série qui est relativement isolée dans le texte. Rien de tel dans l'édition de Frappier, où on n'a pas d'emploi de l'adverbe ni du préfixe très ici. L'adverbe trop apparaît plus souvent que très dans 51 occurrences, et toujours pour indiquer le haut degré avec une valeur intensive, et non avec sa valeur, avec l'idée d'excès. Alors j'ai choisi des exemples non équivoques, sans faille qu'elle était de trop grande beauté pleine, si en notre trop grande joie. Donc ici, il s'agit bien de l'emploi qui correspond à très ou beaucoup, sans aucune idée d'excès. On peut néanmoins relever des exceptions ou s'interroger sur certains cas. Ici par exemple, car je m'esferais trop déloyalement vers lui. On peut comprendre ici de manière très déloyale, mais l'idée d'excès n'est pas exclue étant donné le contexte.
Et Anselme avait si grande clarté que trop. Ici, l'idée d'excès est bien présente. En revanche, on a une consécutive avec ellipse du verbe, et il faut comprendre, Anselme avait si grande clarté que trop il y en avait, la clarté est trop forte là. Donc ici, on a cet emploi particulier de l'adverbe trop, avec cette idée d'excès qu'il ne porte pas par ailleurs dans la grande majorité des emplois. Un cas un peu à part, là aussi, qui se distingue des autres, dans cette troisième occurrence. Dites-moi que ce fut, que certes trop le désir à savoir. Trop, ici, est incident à un verbe, ce qui n'est pas le cas le plus courant. Et c'est le seul que j'ai relevé dans la partie au programme de langue. Un emploi qui n'existe guère d'ailleurs non plus aujourd'hui, sauf dans la langue orale, parce que tout à fait de la même manière que trop le désir à savoir, on pourrait aussi dire aujourd'hui de manière familière, je veux trop le savoir, mais évidemment, ici c'est un emploi qui a, que trop a perdu en français moderne, dans une langue plus soutenue. L'adverbe assez est employé en 38 occurrences également pour modifier verbe, adverbe ou adjectif. Dans les emplois que j'ai observés, il indique toujours une grande quantité, donc sans idée d'atténuation. C'est-à-dire que assez n'a pas son sens d'une manière suffisante, c'est d'une manière plus que suffisante, beaucoup. Il est du côté de l'intensité forte. Assez peut être employé seul, de manière isolée, pour indiquer une grande quantité. C'est le cas dans la première occurrence. Avait-il nul des prodhomes de la table ronde? Oil, assez, fait soi, lit chevalier. Dans les emplois suivants, il a un fonctionnement, dans la majorité des emplois, il a un fonctionnement adverbial, c'est-à-dire qu'il modifie un verbe, un adverbe, un adjectif, mais il peut aussi être incident à un substantif. Donc là aussi, ce sont des cas particuliers par rapport à la majorité des emplois. Donc ici, par exemple, Essie avait avec lui assez gens qui lui faisaient compagnie en toute saison. Donc assez est incident au substantif gens, de même que dans l'exemple suivant. Et nous avons assez viande, nous avons beaucoup de nourriture. Donc ici, le assez est incident au substantif viande. Et dans l'exemple suivant, on a un emploi de assez, incident au pronom teus et employé avec la préposition de assez de teus et si iot assez de teus qui en blâmèrent la reine. Donc il y en eut beaucoup qui reprochèrent cela à la reine. Comme mout, assez peut se trouver en tête de proposition. Il se prête aussi à la structure de relief que j'évoquais tout à l'heure pour mout. Donc on en relève quelques emplois. Les adverbes intensifs sont nombreux et variés. Durement est employé parmi les adverbes en ment, c'est l'un de ceux c'est l'un des plus employés. On compte 37 occurrences pour durement. C'est qu'il prend un sens intensif et on s'aperçoit en observant ces emplois qu'il est grammaticalisé, c'est-à-dire que le sens de dureté, l'idée portée par l'adjectif dur, l'idée portée par l'adverbe durement, également quand on l'emploie aujourd'hui en français moderne, n'est pas présent dans les emplois de durement en ancien français. Aujourd'hui, on est touché durement, on est frappé durement par un malheur, et on voit dans le texte de la mort Arthur que durement est simplement employé comme intensif. Par exemple, dans ces deux citations, si Amra moute durement votre compagnie, ou il se délitait moute durement, ou durement vient modifier les verbes en mai et déliter.
Le dernier exemple que j'ai relevé, le dernier exemple d'emploi de Durement, est remarquable par sa position dans la proposition. Et lors si voué l'appelée grande et parfonde, que l'y faire de la seyette, si était let's mout durement. Donc ici, mout durement est postposé et sa valeur intensive est ainsi soulignée. Il est mis en valeur par cette postposition. C'est quelque chose que l'on rencontre dans quelques occurrences pour cet adverbe durement. L'adverbe hoc, que l'on croise dans cette occurrence, et qui va toujours se trouver avec cette graphie, cette S adverbiale, ajoutée à la forme hoc qui vient de aliquid. Il hérite de son étymologie une valeur indéfinie. En ancien français, il peut signifier un peu, quelque peu, mais il a pris par litote une valeur intensive. Et c'est toujours avec cette valeur intensive qu'on va le trouver. C'est du moins, me semble-t-il, l'interprétation qui à chaque fois prévaut dans les occurrences de la partie au programme, c'est-à-dire le sens de complètement, tout à fait, en particulier lorsqu'on a des séquences comme hoc près, pour dire tout près, hoc gari, pour dire complètement guéri. Donc encore un adverbe qui va vers l'intensité, vers le plus haut degré. L'adverbe par, qui est issu du préfixe intensif latin per, qui compte 5 occurrences, si j'ai bien relevé les occurrences d'adverbes parmi les emplois comme préposition, mais j'ai compté 5 occurrences d'emploi comme adverbe d'intensité dans la partie au programme de langue, avec une association de cet adverbe par à d'autres adverbes intensifs systématiquement dans toutes les occurrences relevées qui sont là. Et un adverbe par un adverbe intensif qui est toujours incident à un verbe. Donc tant par souhait or grand, pour nulle rien terrienne, tant par soi or grand, pour quelques raisons terrestres, si importantes qu'elles soient maintenant ou qu'elles paraissent maintenant. Car elles par émettant leur compagnie. Ici, on a une disjonction de par et tant, mais les deux adverbes fonctionnent bien ensemble. Mout par à nouveau. Et ici, par, qui fonctionne en corrélation avec si grande et si ennuyeuse. Cette vilanie qu'il a faite de vous, par est si grande et si ennuyeuse. Donc, ici, on a des emplois très homogènes de cet adverbe par. Alors, il y a d'autres adverbes intensifs dont je pourrais commenter l'emploi. Je pense en particulier à outrément, qui compte 3 occurrences dans la partie au programme, et d'autres adverbes affectés à des contextes spécifiques qui ont aussi une valeur intensive, qui prennent en contexte une valeur intensive. Vraiment, 32 fois, presque toujours avec le verbe savoir. Donc là, on a vraiment un emploi spécifique. On le trouve aussi avec cuidier, dire, prouver, vouèrement, qui compte 5 apparitions, errant quand il s'agit de vitesse, donc 4 occurrences. Voilà, mais là, il ne s'agit pas d'intensifs généraux, disons, mais d'adverbes qui ont une valeur spécifique, attachée à un contexte d'emploi. On l'a vu avec l'exemple de trait, la catégorie de l'adverbe n'est pas éloignée de celle du préfixe, et on le constate avec l'exemple de cette forme trace qui compte donc des emplois comme adverbe, des cas où la frontière entre l'adverbe et le préfixe est difficile à tracer. Dans 15 occurrences, on va trouver tresse employée comme préfixe devant l'indéfini tous. Donc comme ici, tresse tuite et toute, où la forme tuite est renforcée par le préfixe très. Donc tresse pensée prend également une valeur intensive ici, dans cette occurrence, si en fut toutes ébahies et si en fut toutes tresse pensées. Donc il s'agit de la réaction du roi Arthur face aux images qu'il découvre, face aux images qui lui font découvrir la trahison
de Lancelot et de Guenièvre, et quand il regarda les images qui disaient tout le contentement de Galaou, le fil à la Giant, s'y en fut toute ébahie, et s'y en fut toute trespassée. Ici, on a deux adjectifs qui comportent un élément préfixal. Alors un élément préfixal, ici la forme tresse est bien visible comme préfixe, mais on peut aussi distinguer aussi ici un préfixe S. Alors c'est une analyse qui suppose qu'on ait une base ici baïs et une base pensée, mais il me semble que lorsque l'on observe les emplois de ces préfixes dans le texte, c'est quelque chose qui peut fonctionner et se justifier, c'est-à-dire le fait de les analyser comme force préfixée. Alors je vais poursuivre avec l'exemple de S qui vient du préfixe latin ex et qui prend également une valeur intensive, par exemple avec la forme escrier qui vient intensifier crier, esgarder qui est un dérivé intensif de garder, même si la valeur intensive n'est pas forcément sensible, ici il se trouve que l'analyse comme intensif fonctionne bien. Esgarder, la plus belle nacelle que je honque veuillis, examinez-la avec attention. Ici, on a la forme, le verbe estendre, et lors s'estant del grand duel que il ôte, et à l'estendre que il fait, s'il escriève sa plaie. Donc on a escriève intensif de crever. Et dans la série des adjectifs préfixés en S, on retrouve esbahi et esperdus. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'ils sont associés dans un binôme synonymique avec, à deux reprises, ce préfixe S. L'analyse ici fonctionne très bien, perdu est renforcé et par S qui a cette valeur intensive. Ici, elle fonctionne moins bien en synchronie puisque il faudrait considérer que S vient renforcer un adjectif bailli qui ressemble bien à un adjectif qui existe en ancien français qui est baïf, mais voilà, ébahi, en revanche, une analyse qui ne fonctionne pas du tout en français moderne. Donc je vais y revenir, mais c'est une analyse qui demande une perspective historique. De la même manière ici, étranger et éloigné, mais elle les en a si étrangers et si éloignés d'un tout en tout qu'elle s'en peut or bien tenir à Oni. Donc l'idée d'éloignement est présente à travers ces deux préfixes, à travers ce redoublement lexical et ce redoublement des préfixes. Et ici, même si le préfixe, l'analyse comme préfixe S ne fonctionne pas en ancien français, on entend bien le ex latin de extraneus, dont S est originaire, qui est là. Et il est noté aussi ES dans la graphie. Donc, ce redoublement du préfixe S, même si cette analyse est contestable dans la mesure où en synchronie stricte, elle ne fonctionne pas, il me semble qu'elle est pertinente pour analyser ce type de cas. De même que pour esbahi, qui est compris, qui vient d'une composition de l'ancien français baé, avec ce préfixe est. Là aussi, il me semble, en particulier lorsqu'il est associé à d'autres termes à préfixe comme celui-là, que sa valeur préfixale se fait bien entendre et qu'elle est on peut la lire dans le texte de cette manière-là, par rapprochement en particulier avec d'autres adjectifs de formation proche. J'en viens à deux cas de préfixes dont les emplois sont davantage isolés dans le texte, parce que les préfixes intensifs dont j'ai parlé avant, S et tresse, sont présents à plusieurs reprises, mais dont l'emploi me semble intéressant là aussi pour voir comment l'intensité est exprimée dans le texte. Donc ici, il s'agit de Mador de la Porte, et quand la Roïne vouait que s'il se poroffre si hardiment de prouver là de trahison contre tout le meilleur chevalier de la cour, le roi Ertu,
son seigneur s'y commença à regarder tout entourli pour savoir ce aucun chevalier se miste avant, qui de cet appel la défendit. Donc Mador de la Porte se poroffre, c'est-à-dire qu'il s'offre, il se propose, et avec le préfixe port, on met en avant cette, euh, ce, le caractère volontaire et ostensible de ce service, de, alors de la provocation aussi, qu'il, et du défi qu'il lance à, à Guenièvre. On a d'autres emplois dans le texte, en dehors de la partie du programme de langue, de, ce préfixe port employé avec offert, et il me semble que quand c'est ce dérivé qui est employé, il y a une valeur supplémentaire qui, qui vient ajouter et attirer l'attention sur le sens du verbe. Sordiser, ce n'est pas dire, même si dans certains manuscrits, ici on va avoir la forme dire, mais le choix de sordir n'est absolument pas insignifiant. Alors, sire fait souhait donc, messire Gauvin, or pouvez-vous bien savoir que Sordise est à tort, que Sordizou est à tort, quand je disais, avant-hier, qu'il demeurait avec dame ou avec damoiselle qu'il aimait par amour. Donc Gauvin a sordi, c'est-à-dire qu'il a parlé, il s'est trompé, il a parlé à tort, et ici le préfixe or vient souligner cette erreur. Alors cette leçon, ce préfixe a été ajouté car il est absent du manuscrit de Berkeley, mais l'éditeur a choisi ici cette leçon qui lui semblait meilleure certainement pour cet effet de sens apporté par sordisé. Ce préfixe est d'ailleurs repris comme en écho un petit peu plus loin dans le texte. Ce il l'ama de si très grande amour, comme je l'y mettais sort, elle ne fut pas encore morte. Donc là, il s'agit de Gauvin qui parle de la demoiselle d'Escalot. Et à nouveau, on a port, ici employé comme sort, employé comme adverbe, mettre sort, c'est-à-dire qu'il lui a attribué à tort quelque chose. Il lui a attribué à tort, il a attribué à tort à Lancelot un très grand amour pour la demoiselle d'Escalot, ce qui était une erreur. Donc ici, on a un préfixe qui indique l'erreur dans laquelle l'erreur dont Gauvin s'est rendu coupable. Le préfixe des et le préfixe mess ont aussi, me semble-t-il, une valeur expressive. Alors, ils fonctionnent différemment des préfixes précédents, ils n'ont pas une simple valeur intensive. Ils expriment pour des l'éloignement, le contraire, l'inverse, selon les cas. Ils ont une valeur privative. De nombreux dérivés, de nombreux verbes mots préfixés en des se rencontrent dans la mort artu, desvêtir, dépouiller, dénuer, déplier, destourner, etc. Et on voit que des insiste sur l'éloignement, l'écart par rapport au sens de la base. Alors, j'ai relevé quelques emplois qui me paraissaient particulièrement intéressants. Si étiez-vous si déguisé que je ne vous connusse jamais en ces armures. Donc ici, on voit que l'adjectif est modifié par l'adverbe intensif si. On ne dirait pas aujourd'hui de cette manière-là, vous étiez si déguisé que jamais je ne vous aurais reconnu. Vous étiez si bien déguisé, mais ici, cet emploi indique bien que la valeur du préfixe des est bien sensible encore et bien vivante dans l'emploi de cet adjectif. Donc, si désguisé, c'est-à-dire si éloigné de la guise ordinaire. Déshonoré et Desloyal et la famille de Desloyel sont également bien représentés dans l'œuvre. Alors c'est une famille qui a été en particulier
le paradigme morphologique déloyal, déloyauté, déloyaument, déloyauté verbe, déloyauté ER, qui est employé aussi dans l'œuvre. Donc c'est un paradigme qui a été étudié par Michel Skilnick dans un article Loyauté et trahison dans La mort, le roi Arthur, où on voit de quelle manière déloyauté fonctionne avec trahison, déloyaument avec en trahison, etc. Et à quel point le sens de ces termes est important et l'analyse de ces termes et du contexte dans lequel ils sont employés est important pour comprendre la mort Arthur. Ce qui m'a intéressé dans les exemples que j'ai relevés, c'est là aussi la manière dont le préfixe me semble motivé ou remotivé, où sa valeur est rendue sensible, disons, par le contexte dans lequel il est employé. Par exemple, ici, le sens du préfixe est en quelque sorte intensifié ou rappelé par son rapprochement avec sa base, par contraste. Si n'elle pourrais-je pas souffrir qu'elle fût déshonorée à mon vivant, car c'est la dame d'Elmonde qui plus m'a fait honneur, puis que je portais arme. Donc le jeu de dérivation est sensible et fait résonner la valeur privative du préfixe. Ici, c'est un binôme synonymique qui met en valeur le sens du préfixe, qui telle honte et tel déshonneur s'offre que l'on l'y fasse. Donc, binôme synonymique qui vient rappeler et faire entendre que la honte est le contraire de l'honneur. Ici, on a dans une même proposition deux terme à préfixe, avec le préfixe mes et le préfixe des, car je m'esferais trop déloyalement vers lui. La valeur péjorative des deux préfixes est en quelque sorte renforcée par le rapprochement, et ici l'intensité porte sur l'expression de la réprobation. Alors je suis tentée là aussi d'étendre ce type d'analyse à des cas plus délicats, où l'analyse de des comme préfixe est contestable, parce que cette analyse ne fonctionne qu'en diachronie et pas en synchronie. Destruction, destruit, bon, si on analyse des comme préfixe, ça veut dire qu'il y a une base truit, qu'il y a une base trution, donc ça ne fonctionne pas en français moderne, ça ne fonctionne pas non plus en ancien français. Néanmoins, la forme du préfixe des est là, et elle n'est pas loin d'une autre forme de préfixe, et s'il et s'y et ici détruite est rapprochée d'un autre dérivé à préfixe, malbailli, où on entend donc à deux reprises cette idée péjorative exprimée par mal et exprimée par des. Détruire entre en résonance, peut-être encore plus en ancien français où le S est toujours là avec construire. Par ailleurs, l'étymon latin destruere permet de destruere en latin classique, permet de retrouver le préfixe, de même que exilé vient de exiliare ou exilium. Donc ces préfixes, ils sont présents aussi à travers le latin, et la perspective, le lien avec le latin et la perspective diachronique permet de justifier quelque chose qui me semble expliquer certains rapprochements, et ici on voit que les préfixes apportent insistent sur les idées mises en avant. Donc le préfixe des, à nouveau, que j'appelle préfixe pour la valeur, le sens qu'il porte, mais qui ne peut pas s'analyser comme préfixe en ancien français. Des veri, des veits, il n'y a pas de base veits, veri, mais dans l'origine du terme, on a bien une origine préfixale, et le sens du préfixe est là. La desverie, c'est ce qui s'éloigne de la voie de la raison, ce qui sort des limites du bon sens. Ici, ce sens est renforcé et souligné
par la structure superlative, par l'emploi de l'adverbe outrément également. Il me souvint d'elle plus folle chevalier et d'elle plus outrément décevée que je onc veuisse ne oïsse parler en tout mon âge. Donc il s'agit de l'écuyer qui se remémore la réaction de Lancelot qui, malgré toutes ses blessures, voulait absolument repartir au combat. Donc cette folie ici s'exprime à travers ces mots ou qui contiennent dans leur formation, qui font entendre le préfixe des. Et cette idée est reprise en conclusion du discours de l'écuyer qui raconte à Gauvin la folie de Lancelot à travers un mot préfixé qui là peut bien être analysé comme tel. Ce fut grande forçainerie de tête. Donc il est sorti du sens avec ici cette particule force qui entre en résonance avec des. Alors, je ne m'attarderai pas sur les emplois du préfixe mais, simplement une remarque là aussi sur la manière dont se mettent en place les emplois des mots préfixés en messe dans le contexte, et à partir d'une remarque sur la répartition des formes en messe dans la partie de l'œuvre au programme. Sur 21 occurrences de mots préfixés en messe, on a mésaisier, messavenir, messaventure, méchéance, mécheoir, méconnaître, mescroire, méfaire, méprendre. On en a au moins 8 concentrés autour de la graigneur, mésaventure, d'Elmonde, c'est-à-dire l'infortune de la reine qui empoisonne sans le vouloir le malheureux Gaëris de Caraeux, le frère de Mador de la Porte. Donc on note une concentration exceptionnelle des mots préfixés en messe autour de la page 376, un nuage en quelque sorte de mots en messe pour se rapporter à ce revers de fortune dont l'écho résonne avec la reprise de ce préfixe à travers les formes mésaventure, messavenir, méchéance, etc. Donc ici, c'est la valeur péjorative du préfixe qui domine et qui va en quelque sorte apporter son éclairage sur l'ensemble du passage. J'en viens aux binômes synonymiques, j'en ai déjà évoqué un certain nombre. Alors, les binômes synonymiques ne manquent pas dans la mort Arthur. On peut parler aussi de couples lexicaux si on veut éviter le terme de binôme synonymique ou des cas d'itération lexicale, mais bon, c'est tout de même l'expression que l'on retient généralement. Le rapport du jury du CAPES de lettres modernes 1994 parle de réduplication synonymique. Il y en avait 2 dans le texte à traduire, morte et trespassée de 16 siècles, Seine et Haïtier. Et les auteurs du rapport écrivent: comme il s'agit d'un véritable tic stylistique médiéval, on peut être tenté de simplifier ces expressions. Mais le candidat a toujours intérêt à montrer qu'il connaît le vocabulaire du texte, et ici des mots comme trespassé et siècle sont des pierres de touche de ses connaissances lexicales. Quant à Étier, il figurait suffisamment souvent dans le programme pour qu'on en exigeât la connaissance. Il valait donc mieux, et en général il vaut mieux dans de tels cas, conserver la redondance. Vous étiez morte et déjà dans l'au-delà, ou la rendre à l'aide d'une amplification en parfaite santé pour le second exemple, sans pour autant tomber dans le pléonasme. Voilà, donc là c'est une un examinateur qui a relevé une mauvaise traduction, saine et en bonne santé, donc on peut laisser de côté. Voilà, alors ce conseil vaut aussi évidemment en 2022, et on essaiera de traduire les binômes synonymiques. Alors, tic stylistique, vraiment, on peut effectivement le penser quand on voit des passages comme celui-ci. Ainsi se complaint la reine et Dolose. Si se blâme et honnit et l'édange de son fait, de ce que elle deuste en met, et tenir tiers sœur tous hommes, celui qu'elle a chassié et éloigné d'entor lui. Alors, on voit à travers cet enchaînement de binômes ou de séries synonymiques à quel point il s'agit effectivement d'un trait de style. On voit aussi les vertus rythmiques et expressives de ce procédé. L'auteur de La mort du roi Arthur est
semble particulièrement attentif aux choix lexicaux. Jean Frappier l'avait déjà souligné en parlant de la finesse des distinctions lexicales à l'œuvre dans le texte entre mots semblables ou de la même famille notamment, hein, la page 375 de son étude, et il en donne quelques exemples avec une opposition fine entre besoigne et besoin, en, en citant un passage où le mot énore a deux sens différents dans notre édition. Il s'agit d'un passage qui se trouve à la page 424 aux lignes 17 et 22, où il s'agit d'abord de l'honneur du roi Arthur, peut-être l'empire du roi Arthur si l'on suit la traduction, et d'une expression qui signifie trouver le déshonneur dans la deuxième occurrence. Les choix lexicaux méritent, méritent notre attention, et l'étude précise des binômes peut être un bon moyen de comprendre la logique du texte, de commenter aussi les emplois en contexte de manière plus fine. La plupart des binômes que l'on va rencontrer dans La mort, le roi Arthur sont ce que l'on peut appeler des binômes tautologiques, c'est-à-dire des binômes qui rapprochent des mots de sens proches et qui semblent se répéter ou éventuellement se préciser mutuellement. Donc, ce sont les binômes synonymiques les plus courants. J'en ai relevé ici quelques exemples. Donc, pour exprimer des défauts honteux, alors ici dans des occurrences où les adjectifs sont à chaque fois appliqués à des non-animés, l'ouvreigne en est mauvaise et trop vilaine. Il s'agit de l'action malheureuse de la reine qui a donné le fruit empoisonné. Trop fut la mort vilaine et ennuyeuse, menée à mort vilaine et honteuse. Donc on a ici une série d'adjectifs qui peuvent sembler interchangeables, où le sens de vilain semble en quelque sorte glosé à chaque fois, mais on voit que c'est bien la réduplication synonymique ici qui domine. L'idée de douleur intense, l'expression de la douleur intense, du malheur terrible, se prête aussi à l'itération lexicale, et elle vient, le fait d'employer des binômes synonymiques ou des séries synonymiques vient renforcer l'expression de cette douleur, de ce malheur. On a ainsi un réseau de substantifs et d'adjectifs qui expriment la douleur intense, le malheur dans La mort Arthur. Je n'en ai relevé que quelques-uns, mais on voit ces séries mots talent courroux, duel, heure, angoisseux, mood destrué, etc. Espaillé, esperdu, mood dolente et mood espayé, mood dolente et mood esperdu, qui s'enchaînent les uns aux autres. Alors, la série continue dans la diapositive suivante. Pantsissemos, Amati et Courroucier, si se clament femme lasse, chétive et pauvre de tout sens. On peut s'arrêter sur cette séquence il s'agit ici de Guenièvre qui se plaint et s'accuse à la fois d'avoir pu douter de la fidélité de Lancelot. La séquence peut être interprétée comme une série synonymique, lasse, chétive, pauvre de tout sens. On a des adjectifs ici de sens au moins proche, sinon identiques, si on considère qu'ils sont sur la même ligne, que c'est un seul et même paradigme, mais on peut aussi interpréter la série comme une progression de la conséquence, du résultat à la cause. Par exemple, elle est lasse, elle est malheureuse et chétive parce que elle a été pauvre de tout sens, elle a douté de la fidélité de Lancelot, et c'est sa folie, cette folie en quelque sorte qui est responsable de son malheur. Donc ces séries de termes s'articulent parfois de cette manière-là avec des adjectifs qui sont complémentaires ou qui expriment des relations cause-conséquence et des progressions de ce type. Les qualités éminentes font l'objet aussi de binômes, de séries synonymiques. Il y en a un qui est une association récurrente qui
que j'ai relevée là, qui est particulièrement évidente et qui a été étudiée par Marie-Luce Chenry. Donc j'ai relevé 6 occurrences dans la partie au programme de cette association entre le terme predon et l'expression bon chevalier, ce qui montre bien que les pronoms de ce roman sont bien les pronoms de la table ronde, hein. Ce sont les chevaliers. Alors il est toujours intéressant d'étudier en contexte Preux et sa famille pour comprendre quelle coloration est donnée à l'adjectif Preux, quelles sont les valeurs en jeu. Donc là, avec Predons et Bon de Chevalier, on a un élément de réponse. Si on observe les binômes synonymiques qui s'articulent autour de Preux, on s'aperçoit qu'il y a des différentes possibilités. Tant Preux et tant hardi, donc l'association entre Preux et hardi correspond bien à l'image des bons chevaliers. Lit plus Preux et lit plus hardi, et lit mieux chevalier que l'on sèche. Là aussi, on a le même paradigme. Preux, c'est aussi loyal. Preux est dans une série ici avec belle et loyal. Et on a encore une autre inflexion dans cette occurrence intéressante parce que c'est une occurrence de Preux au féminin, ce qui n'est pas si courant, et parce qu'on a une inflexion, une coloration vraiment différente apportée par l'adjectif associé à Preux. Je vous connais à la plus preude Jeanne Delmonde et à la plus envoisie. C'est ici la demoiselle d'Escalote qui s'exprime. Ce passage se trouve dans la lettre qu'elle adresse aux chevaliers de la table ronde qui vont trouver avec son corps après sa mort. Le traducteur a rendu ainsi ce passage: je vous reconnais pour les gens les plus sages et aussi les plus fins connaisseurs de ce monde. La traduction de Envoisie ici pose problème, puisque l'adjectif Envoisie exprime l'idée de plaisir et de joie. Et il est un petit peu délicat évidemment là de le traduire de cette manière-là. Donc la demoiselle d'Ascalo reconnaît la cour du roi Arthur comme l'assemblée des meilleurs compagnons, des plus courtois, des plus à même sans doute de comprendre l'humiliation et les tourments qu'elle a subis. Donc on a ici un problème d'interprétation finalement qui est posé par l'emploi de Envoisie, et on voit que l'interprétation de Preude va dépendre du sens que l'on donne à Envoisie ici. Un autre cas relativement complexe de série. Alors ici, il ne s'agit pas d'une série d'adjectifs et on n'a pas, on a un adjectif associé à une locution. Donc, elle fut gentille femme et de haut lignage et une des plus belles damoiselles du monde. Alors, on pourrait considérer ici que la locution de haut lignage vient simplement gloser gentil, qui porte le sème de la noblesse. Donc on aurait une sorte de binôme synonymique fonctionnant ainsi avec et de haut lignage qui donne le sens, qui apporte une coloration à gentil. Mais c'est une vraie question d'interprétation qui se joue ici, comme on s'en aperçoit en regardant la note de la page 411 de l'édition sur laquelle nous travaillons cette année. La leçon est de haut lignage, alors qu'elle est présente dans tous les manuscrits, a été rejetée par Jean Frappier, qui y a vu un ajout incohérent. En effet, il a écrit que cette leçon était contradictoire par rapport à la réalité, car la demoiselle d'Escalots était la fille d'un simple vavasseur. David Hult, l'éditeur du texte, explique qu'il conserve cette locution, car il considère que par cette affirmation, justement, Arthur, qui en a le pouvoir en sa qualité de roi, lave l'humiliation de la demoiselle et l'élève au rang social qui la rend digne d'être enterrée dans l'église de Camelot. Donc ici, on a un vrai problème d'interprétation finalement qui se joue sur cette
cette locution, qui ne se contente pas de redoubler gentil ou qui, si elle redouble gentil, ici apporte en tout cas un sens supplémentaire. C'est-à-dire que sang et de haut lignage, on n'est pas obligé de considérer que gentil a le sens de noble ou en tout cas pas de manière aussi nette, qu'avec l'expression, de haut lignage. Donc le renforcement de la valeur sociale ici, souligné par de haut lignage, est vraiment un ajout par rapport au sens de l'adjectif gentil qui est plus large. Par ailleurs, dans cette série, on a 3 caractérisations de sens distincts: gentil, de haut lignage, belle. Et on peut se demander dans quelle mesure on n'a pas finalement des caractérisations complémentaires aussi. C'est une question qui se pose assez souvent quand on a des binômes synonymiques ou des séries synonymiques. Hem, Par exemple, dans une occurrence comme celle-là, une tombe moute belle et moute riche, bon, ce n'est pas la même chose, belle et riche, on a l'habitude de les voir associés, mais c'est deux éléments de sens bien différents. Et on peut distinguer le fonctionnement de ce type, de binôme en les associant à ce que, Anders Melkersson, dans un ouvrage de 1992 sur l'itération lexicale, appelle des binômes en diérèse, c'est-à-dire, des, heu, il définit ainsi la diérèse, elle consiste à coordonner des éléments qui ensemble forment ou expriment une totalité. Donc ici, la tombe moute belle et moute riche, la femme gentille de haut lignage, la plus belle, c'est un ensemble de qualités complémentaires en quelque sorte qui dresse le tableau, d'une femme idéale, d'une tombe, extraordinaire, et on a un fonctionnement qui se rapprocherait, d'une occurrence comme celle-ci, par exemple, où là on a vraiment le type du binôme en diérèse. Quand je disais avant-hier qu'il demeurait avec dame ou avec damoiselle, qu'il aimait, par amour, avec dame ou avec damoiselle. Ici, il s'agit donc de tout être féminin. L'expression a une valeur générique, elle permet de renvoyer à toute femme, tout être féminin. Il y a également un troisième fondement distingué par Anders Melkersson. Ces catégories ont été reprises, cette terminologie également par Martin Willems dans un article sur les binômes synonymiques au XIVe et au XVIe siècle. Ce sont les binômes fondés sur l'antonymie et il me semble qu'on pourrait lire de cette manière-là cette occurrence de la mort Arthur. Et ce vous demandez pour qui en mai je ai souffert cette angoisse de mort, je vous réponds que je suis morte pour le plus prud'homme de tout le monde et pour le plus vilain, ce est Lancelot du Lac. Donc ici évidemment l'association du plus prud'homme et du plus vilain est volontairement paradoxale. Et ce binôme synonymique qui n'a, là pour le coup, l'expression binôme synonymique ne convient pas, ou alors il faut la prendre vraiment dans un sens étendu. Le rapprochement a évidemment une valeur expressive également. Donc ces couples lexicaux, quel que soit d'ailleurs le type de binôme dont il s'agit, a une valeur expressive exploitée également pour exprimer le plus haut degré, la superlation éventuellement dans un contexte paradoxal. Alors je voudrais à présent regarder quelques constructions syntaxiques à valeur intensive ou superlative que l'on rencontre dans la mort Artu. C'est-à-dire des constructions syntaxiques qui marquent, qui expriment un très haut degré. Il s'agit d'abord de ce que j'ai appelé des comparaisons à valeur superlative. Alors la comparaison, reconnaissable par l'emploi du mot comme, hein, si comme dans le texte a la valeur d'une comparaison, et s'oppose d'ailleurs à si que consécutif. Et ici, j'ai relevé quelques exemples de comparaisons à valeur généralisante. Si grand honneur comme l'on doit faire, accorde si prud'homme comme s'il était. Ce tu es si droiturier comme roué doit être. Et tant l'en met de boin cœur comme frère doit en met autre. On voit que le point commun entre ces expressions est le caractère
général du comparant avec un présent de vérité général, un comparant qui demeure virtuel, qui est un comparant idéal en quelque sorte. Ici en particulier, hein, si droiturier comme roué doit être, c'est le roi idéal, comme frère doit aimer autre. Donc on a ici ce que j'ai appelé des comparaisons à valeur généralisante qui permettent aussi à leur manière d'exprimer le haut degré, d'autant plus que le comparant demeure virtuel. On a aussi dans le texte, on relève aussi des comparaisons avec ce qui n'existe pas, des constructions qui consistent à dire l'incomparable. Elle ne savait en tout le monde nul chevalier, autre si bien digne ne suffisant d'avoir tresse tout le monde en sa baillie, comme était Bohort de Gonne. Donc ici, Bohort de Gonne est comparé à un chevalier qui n'existe pas. Alors on rencontre un certain nombre d'exemples de ce type-là. Là, j'en ai simplement relevé un dans le texte. Donc là aussi, le comparant demeure virtuel, idéal, et le comparé est au-dessus de cet idéal. C'est ici un autre moyen de dire la superlation. La négation elle-même sert souvent à dire plus dans la mort Artu. Elle fonctionne dans certains cas très nettement à la manière d'un euphémisme. On ne dit pas les choses directement, mais on les dit de manière plus expressive en employant des moyens détournés. C'est le principe même de la double négation, une autre difficulté de traduction du texte mentionnée également dans le rapport de Capes 1995. J'en ai relevé là un exemple, mais on sait qu'ils sont extrêmement nombreux dans la mort le roi Arthur. Donc dans cet exemple, au jour qui fut nommé, poïst l'enveuer en la prairie dehors la cité de Camalot, 30 000 hommes, que d'une part que d'autre, dont il n'y avait nul que l'on ne tenît à prud'homme et à bon chevalier. Il n'y avait nul que l'on ne tenît à prud'homme et à bon chevalier, c'est-à-dire qu'ils sont tous des hommes valeureux et d'éminents chevaliers. Et la double négation ici est un moyen d'exprimer la totalité. Les emplois de nul également entrent souvent dans des constructions qui permettent d'exprimer le haut degré. S'y trouvèrent en Milanef un lit mout très bien appareillé de toutes les belles choses dont nus richli pois être garni. Alors ici, cet exemple finalement n'est pas correctement classé sous un item négation, puisque il n'y a pas de négation. L'indéfini nus est employé sans le mot ne, avec une valeur positive, la valeur positive qu'il a et qui prend en contexte non thétique, de même que aucun. Hein, les mots nus, aucun, employés indépendamment de ne, dans un contexte comme celui-ci, ont une valeur positive. Donc ici, ils trouvèrent au milieu de la barque un lit très bien pourvu en abondance de toutes les belles choses dont un lit magnifique pouvait être orné. Donc il faut faire attention ici de ne pas traduire par la négation, mais nus richli, c'est une manière ici de dire le point extrême, et donc d'avoir un comparant idéal là aussi pour le lit dont il est question. L'emploi de nul dans l'occurrence suivante est mis en valeur par l'ordre des mots. Je n'ai, fait-elle, maladie nulle. C'est Guenièvre ici qui répond à Bohort, qui lui demande ce qu'elle a, alors qu'elle a menti en prétendant qu'elle était malade pour ne pas voir Lancelot. Donc ici, c'est la position de nul qui permet d'insister
sur la valeur, sur le fait qu'il n'y a eu nulle maladie et on a cet effet, de, postposition qui, qui permet, de mettre en relief, l'idée exprimée. L'ordre des mots, on l'a vu plusieurs fois dans les exemples que j'ai donnés, est un moyen de, heu, d'exprimer, l'intensité et notamment, ce procédé dont j'ai pris quelques exemples, que Claude Buridan appelle dans sa grammaire du français médiéval, la dislocation. Alors, il y a différents procédés de mise en valeur de certains syntagmes qui reposent sur l'ordre des mots et la construction syntaxique, dans la mort Arthu. Celui-ci, la dislocation, est définie ainsi par Claude Buridan. Une construction disloquée consiste en un syntagme qui se trouve à la droite ou à la gauche d'une proposition, dont il semble avoir été détaché et qui est représenté dans la proposition par une proforme, le plus souvent un pronom coréférentiel, anaphorique ou cataphorique. On a ici un exemple de dislocation à droite. Mador de la Porte accuse la reine, et ce, elle le voulait nier, noyer et méconnaître. Quelle trahison n'en est faite et déloyauté, je serai prêt d'elle prouver en contre le meilleur chevalier qu'elle y voudra mettre. Donc on a ici le pronom le qui annonce la complétive, quelle trahison n'en est faite et déloyauté, et cette construction permet de mettre en relief par la dislocation à droite cette complétive. Ce passage accumule d'ailleurs les procédés d'expression du haut degré avec les binômes synonymiques, noyer et méconnaître, trahison et déloyauté. On peut noter d'ailleurs que déloyauté est mis en valeur par sa position en fin de proposition. Il est disjoint de son binôme trahison par sa postposition par rapport à la forme verbale. Donc ici, on a un discours de dénonciation marqué par une émotion violente qui va recourir à ces procédés d'intensification et de mise en relief. Donc ici, quelle trahison n'en est faite et déloyauté, ce serait l'attitude scandaleuse que Guenièvre pourrait adopter ici et que Mador de la Porte ne supporterait pas. Alors voici un autre exemple de dislocation, cette fois une dislocation à gauche, que ceux et celles dont nous parlons, sachiez-vous bien vraiment. Et ici, la reprise se fait par le démonstratif isse, qui vient reprendre la complétive que ceux et celles dont nous parlons, qui se trouve antéposée. Donc il y a souvent des procédés de ce type dans la mort Arthu, en particulier dans des passages marqués par le haut degré et par des émotions violentes comme le passage précédent. Voici une construction comparable, pour finir, ou deux constructions comparables, me semble-t-il, qui mettent en jeu l'expression chose, le substantif chose. Donc il s'agit de Bohort, qui défend la cause de Lancelot auprès de Guenièvre. Car je vouais au endroit moult bien et moult appartement, que messire Lancelot del Lac, mes cousins, qui est li meudre chevalier del monde et li plus bio, ne craint au endroit qu'il ne puisse venir au-dessus de tout le monde. Ce une chose ne l'y tolé. C'est tant seulement li courroux de vous. Donc on voit ici la mise en relief de l'Ikourou de vous, c'est la colère de Guenièvre qui peut faire trembler Lancelot. La mise en relief ici qui donc qui tient donc à la structure exceptive et aussi au fait que le rem, l'Ikourou de vous, est annoncé par le groupe nominal une chose ici. Mais cette chose sans faille, s'il le peut détourner de tout bien et de toute bonne aventure. Donc l'Ikourou de vous va être repris par le groupe nominal cette chose, également
mis en valeur, alors pas exactement par une dislocation à gauche, hein, parce qu'il y a pas de reprise de, «icest chose». Néanmoins, on peut se demander si, l'adverbe si ici n'a pas une valeur de cet ordre-là. Mais «icest chose sans faille», si le peut détourner de tout bien et de toute bonne aventure, isolant ainsi, «icest chose» et reprenant en quelque sorte cette, ce groupe nominal, avec un effet, de mise en relief. Dans l'occurrence suivante, le substantif chose, le groupe nominal «ceste chose», va prendre également, une importance, dramatique particulière. Hem, donc et en icest chose partira il, alors c'est cette fois Guenièvre qui se lamente: «Adieu sporque ne sait-il or la très grande détresse où mes cœurs est et pour lui et pour moi, adieu! Il ne le saura pas, attendre ce Dieu où aventure n'a fait, si m'en conviendra mourir honteusement, et en ceste chose partira-il si durement que il en mourra de duel. Tout y se sais-je bien, sitôt comme il l'aura dire, que je serai de cestuit siècle trespassé, à ce que onc encore homme n'en m'a autre temps d'âme comme il m'a aimé, ne si très loyalement comme il a fait à mouer». Donc on a ici plusieurs, procédés de mise en valeur, notamment une dislocation à gauche avec le pronom, personnel, ici le, qui annonce que je serai de cestuit siècle trespassé, qui se trouve déplacé, heu, donc à gauche, et ici également, l'annonce par «anceste chose» qui rappelle, l'occurrence précédente où «ceste chose» renvoie à la mort de Guenièvre évoquée, par elle-même. Donc ici, on voit, plusieurs procédés de mise en relief, de mise en valeur qui reposent sur des emplois de choses, sur des effets de dislocation, sur un jeu avec l'ordre des mots et où paradoxalement le plus, indéterminé, des substantifs du point de vue du sens, chose, hem, se trouve, chargé d'une valeur, dramatique. Alors Jean Frappier évoquait, en commentant par ailleurs l'apostrophe que s'adresse à elle-même la reine: «Malheureuse chose», en remarquant que le mot «chose» était élevé jusqu'à la dignité du style tragique. Donc ici, on voit que ce substantif est susceptible, dans le contexte de l'amour Arthur, de prendre un relief extrême et par euphémisme, il en vient à désigner le point ultime. Alors la liste, pourrait être infinie tant les procédés d'intensification et de superlation, sont variés et abondamment employés dans cette œuvre. Alice Planche, écrit dans son article «Les maux de la mort et du malheur dans La mort le roi Arthur», mais le langage appuyé, les répétitions, leur tissu serré traduisent bien la dégradation, sinon la décomposition du climat de la cour d'Arthur, où les caractères sont devenus irritables et les sentiments extrêmes, parce que chacun sait que le rêve réalisé par le seul Galade lui est fermé, comme tout avenir. Alors on ne peut qu'espérer que le travail sur ce texte, à la fois sinistre et sublime, sera l'occasion d'exorciser tout climat morose ou délétère et que sur la sidération que pourrait susciter cette œuvre l'emportera la joie qui peut être intense, elle aussi. Même dans le texte, on n'est pas pris d'exemple, mais il y a quelques exemples de joie intense aussi, de faire revivre pendant cette année de préparation au concours, avec les héros glorieux de la cour arthurienne, cette belle prose du XIIIe siècle. Je vous remercie de votre attention.